Kim Jong-il est mort d'une crise cardiaque le 17 décembre 2011. Il avait dirigé la Corée du Nord d'une main de fer durant 17 ans entre 1994 et 2011. Sous son règne, le pays a connu la pire famine de son histoire. On l'appelle la marche forcée et elle a causé la mort de 500 000 à 3 500 000 personnes. Kim Jong-il était le deuxième de la lignée des Kim. Il avait succédé à Kim Il-sung, le père de la nation nord-coréenne et le penseur derrière le Juche, la pensée du corps maître. C'est l'idéologie sur laquelle est fondée la République populaire démocratique de Corée. À la mort de Kim Jong-il, c'est Kim Jong-un qui hérite du trône. Une ascension fulgurante pour un jeune homme que personne ne connaissait avant son ascension au pouvoir, tant en Corée du Nord qu'à l'extérieur. La transition, qui a duré plusieurs mois, entre décembre 2011 et avril 2012, a abouti au contrôle total de l'armée populaire et du Parti des travailleurs de Corée par Kim Jong-un. À 29 ans, il détenait le pouvoir absolu. Plus d'une décennie s'est écoulée depuis, durant laquelle le royaume ermite a régulièrement défrayé la chronique à coups d'assassinats politiques et de lancements de missiles toujours plus impertinents. Oui, parce que durant ces 11 ans, malgré les protestations de la communauté internationale, la Corée du Nord a perfectionné son arsenal nucléaire. Mais qu'est-ce qu'a réellement réalisé Kim Jong-un durant ces 11 ans au pouvoir? Est-ce que son emprise sur le pays s'est consolidée? On regarde ça à SAP. La gouvernance de Kim Jong-un se décompose en 4 étapes. La première, entre 2012 et 2013, c'est la consolidation de son pouvoir. La seconde, entre 2013 et 2017, c'est la phase Byung-jin, on en reparle plus tard. La troisième, entre 2018 et 2019, la période du réchauffement diplomatique. Et la dernière, de 2019 à aujourd'hui, c'est la phase Covid qui a bien déglingué le pays. En fait, les 2 premières phases ont été des étapes importantes à franchir pour entériner la transition idéologique liée à la passation de pouvoir. C'est la fin de la doctrine Songun. C'était la ligne de conduite de Kim Jong-il. Elle privilégiait la dissuasion militaire au-dessus de toute autre considération. Ça voulait dire que les ressources disponibles étaient allouées en priorité au développement de l'armement et des capacités militaires nord-coréennes. C'est ce qui permit d'ailleurs l'éclosion des programmes nucléaires et balistiques. En 2013, Kim Jong-un, ou en tout cas ses conseillers, ont décidé d'assouplir ces doctrines pour réorienter une partie des fonds disponibles au profit du développement économique. C'est la naissance de la doctrine Byung-jin, la double poussée. Elle permettrait d'améliorer les conditions de vie des Nord-Coréens, ou en tout cas les plus fidèles au régime. Alors pourquoi ce virage à 180 degrés moins d'un an après la prise de fonction du nouveau leader de la Corée du Nord? Mais Kim Jong-un l'a fait par pragmatisme. Kim Jong-il avait laissé l'économie nord-coréenne en lambeaux. Son peuple était affamé et son industrie inexistante. Son nouveau dirigeant avait donc opté pour l'amélioration du quotidien des Nord-Coréens en espérant que ça l'aide à asseoir son autorité. Le résultat? Plutôt positif dans son ensemble, mais ça n'a pas duré longtemps. Les jours heureux. Quand Kim Jong-un a accédé au pouvoir, son âge et son inexpérience lui ont fait craindre un possible coup d'État. Des craintes légitimes, beaucoup d'analystes considéraient que le risque était élevé. Surtout que Kim Jong-un n'était pas un citoyen comme les autres. En plus d'être le fils du leader suprême, il a étudié en Suisse et c'est un fan de basket. Donc de la NBA, la Ligue états-unienne, le grand Satan. D'ailleurs, le risque d'un coup d'État était double. Il pouvait venir tant du côté de l'armée que de celui du parti. Du coup, Kim a suivi à la lettre le manuel du parfait petit dictateur. Règne de la terreur, purge massive et tyrannie. L'une de ses victimes notoires, son frère Kim Jong-nam, empoisonné en février 2017 à l'aéroport de Kuala Lumpur par un commando de 2 femmes qui l'ont approché par derrière. À la base, c'était Kim Jong-nam qui devait succéder à son père, mais ses trop nombreuses frasques l'ont écarté du pouvoir. Des boulettes, du style un voyage à Disneyland avec un faux passeport et qui a été rendu public par la presse. Une autre exécution, encore plus lourde de sens, c'est celle de son oncle Yang Song-tak, un haut dignitaire du régime accusé de corruption et de conspiration entre autres. En fait, c'est son oncle qui lui avait tout appris de la politique nord-coréenne, les règles du jeu, faire l'équilibriste entre l'armée et le parti, comment manipuler ses alliés aussi, Pékin et Moscou. Les ennemis, Séoul, Tokyo et Washington. Mais pour émerger comme le leader indiscuté, il fallait tuer le mentor, mais avec lui, tout son clan et ses soutiens. Après, on peut pas accuser Kim Jong-un de ne pas être un homme de famille. Il est très proche de sa sœur Kim Yo-jong, une personnalité mystérieuse, la seule en qui il pouvait avoir confiance et à qui il a délégué beaucoup de responsabilités au sein de l'appareil d'État. La seule raison de lui faire confiance, c'est parce que c'est une femme. Les militaires et le parti ne risquent pas de soutenir une femme contre lui. On a aussi en tête l'exécution de l'ex-chef d'état-major entre 2012 et 2013. Comment ?
La Corée du Nord aurait utilisé un missile anti-aérien pour exécuter son ministre de la Défense. Il était attaché à un poteau dans une prairie. Apparemment, c'était un honneur qu'on lui faisait, un sort réservé uniquement aux hauts placés du régime. La purge qui a suivi l'accession au pouvoir de Kim Jong-un a été la pire depuis la naissance de la Corée du Nord en 1948. Et Kim Jong-un ne s'est pas privé de médiatiser ses faits d'armes. C'était important que chacun, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, sache qu'il n'est pas un tendre. Depuis, son leadership n'a jamais été remis en question. Enfin, pour autant qu'on le sache. C'est ce qui lui a permis de mettre en œuvre la politique du Pyongyang, la double poussée. C'est une stratégie de développement sur deux fronts, celui de la défense et celui du développement, de l'épanouissement économique de la société nord-coréenne. Oui, parce qu'il n'a jamais été question de son épanouissement politique. Il a donc autorisé l'émergence du secteur privé tout en accordant plus d'autonomie aux entreprises publiques. L'objectif, favoriser l'entrepreneuriat et la logique de marché. Kim Jong-un a aussi inauguré une vingtaine de ZES, des zones économiques spéciales, et a permis l'établissement de joint ventures avec des entreprises internationales, surtout chinoises, pour attirer des capitaux étrangers. Mais ne nous leurrons pas, le contrôle de l'armée et du parti sur l'économie est une constante du système nord-coréen. Les ZES sont divisés par secteur d'activité. On a les industries agricoles, touristiques, manufacturières. Alors, bilan positif ou pas ? Honnêtement, plutôt ouais. 2016 a été la meilleure année de l'économie nord-coréenne depuis l'effondrement du bloc soviétique en 89. La banque centrale sud-coréenne a calculé que son voisin au nord avait connu une croissance de 3,9%. Une conclusion qu'elle a pu tirer à partir de ses services de renseignement, d'analyse satellite et de sa balance commerciale. On a pu observer une hausse de la circulation automobile et un boom du secteur de la construction. Bon, 3,9%, c'est pas dingue, mais vu le contexte. D'ailleurs, il n'y a pas que sur le plan économique que les choses se sont améliorées. Kim Jong-un a aussi réformé le système politique en profondeur. Réhabiliter le pouvoir du parti au détriment des forces armées. En gros, en France, c'est le président, un civil, qui est le commandant en chef des forces armées. Et c'est le ministre de la Défense, toujours un civil, qui fait le relais entre le gouvernement et la Grande Muette. C'est justement ce que souhaitait faire Kim Jong-un. Faire cohabiter les généraux et les officiers avec des membres du parti et des civils. Des privilégiés, j'entends, hein. Après, faut relativiser, ça reste la Corée du Nord, l'une des sociétés les plus militarisées au monde. Cette embellie économique momentanée a permis au pays de fignoler son programme d'armement nucléaire et balistique, même que la Corée du Nord a procédé à 2 essais nucléaires en 2016 et 2017, prétendument des bombes à hydrogène, donc beaucoup plus puissantes que les ogives conventionnelles. Les provocations ont atteint des sommets quand la Corée du Nord a tiré des missiles intercontinentaux qui ont survolé le Japon pour s'écraser en mer. Août 2017, un tir de missile nord-coréen survole le Japon et ravive les tensions dans la région. Et d'ailleurs, l'accident s'est répété il y a très peu de temps. Mars 2022, un missile nord-coréen s'écrase dans les eaux territoriales du Japon. Bref, la provoque de 2017 a marqué la fin de l'ouverture du régime nord-coréen. Septembre 2017, le Conseil de sécurité impose de nouvelles sanctions à la République populaire démocratique de Corée, y compris des interdictions de vente de gaz naturel et des autorisations de travail pour ses ressortissants. Ce furent les plus lourdes sanctions décrétées par la communauté internationale jusqu'alors. Aucun veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, ni russe ni chinois, donc avec l'appui tacite de Moscou et de Pékin. Interdiction donc de vendre du pétrole et du gaz sur les marchés internationaux. Il y a aussi l'interdiction de l'octroi de permis de travail aux Nord-Coréens. Du coup, toutes les entreprises d'État avec des opérations à l'étranger ont été fermées. Or, les devises étrangères qui en résultaient constituaient une des principales sources de financement du régime. La conséquence de ces sanctions, c'est un enraillement de l'appareil productif nord-coréen et le déraillement de son économie. Débute alors la récession qui se traduit par une chute de 50% de son commerce extérieur. En 2 ans, le pays est passé d'une balance commerciale de 6 milliards 500 millions de dollars à même pas 2 milliards 800 millions. Et depuis, le pays n'a pas réussi à se redresser. C'est toute la stratégie de la double poussée qui est passée à la trappe. La seule constante, le maintien du régime au pouvoir coûte que coûte. Et depuis, Kim Jong-un l'a réussi ou pas à rectifier le tir ? Une diplomatie bidon ? L'année 2017 a été une année très spéciale pour le régime nord-coréen. D'un côté, l'élection de Donald Trump et de l'autre, celle du sud-coréen Moon Jae-in, un adepte de la Sunshine Policy, la politique du rayon de soleil. C'est la politique d'ouverture envers la Corée du Nord appliquée par Séoul entre 1998 et 2008. Une opportunité en or pour négocier un allègement des sanctions contre la promesse de dénucléarisation de la Corée du Nord. Une promesse ancienne. La Corée du Nord avait même ratifié en 1989 le traité de non-prolifération des armes nucléaires avant de le dénoncer en 2003. En tout cas, la perspective d'un accord de paix entre les deux Corées, celle du Sud et celle du Nord, était trop belle pour être vraie. Pyongyang avait le besoin pressant de se défaire des sanctions qui commençaient à peser lourdement sur la santé économique du pays, quitte à faire des promesses que le régime n'envisageait pas de tenir.
D'où la visite historique de Moon Jae-in en 2018 à Pyongyang après 2 premières rencontres. Aucune visite n'avait eu lieu depuis 2007 et le président sud-coréen était venu accompagné d'une délégation de 17 chefs d'entreprise pour séduire la Corée du Nord. LG, Samsung, Hyundai. Il y a aussi les 2 rencontres exceptionnelles entre le dirigeant nord-coréen et le président des États-Unis. Ça ne s'était jamais produit auparavant. Faut dire que l'inimitié entre Washington et Pyongyang remonte à la guerre de Corée au début des années 50. L'armée états-unienne, au sein d'une coalition des Nations Unies, a commis de véritables crimes de guerre qui ont profondément marqué la population nord-coréenne et permis l'édification d'un récit national anti-impérialiste. Mais évidemment, avec un contentieux aussi lourd et des personnalités aussi fortes, le rapprochement n'a pas duré longtemps. Trump était convaincu qu'il réussirait à faire plier Kim Jong-un et décrocher du même coup un grand succès de politique étrangère, ce qui n'eut pas lieu. La dernière rencontre entre Pyongyang et Washington remonte à 2019 à Hanoï, la capitale vietnamienne. Un fiasco pour tous les partis impliqués. Kim Jong-un, pour sa part, n'a pas obtenu la levée des sanctions. Mais il a laissé plus que des plumes. Déjà, aux yeux du régime nord-coréen, la poignée de main entre Donald Trump et Kim Jong-un constituait un aveu de faiblesse. Il s'intéressait qu'aux sanctions. Il voulait que les sanctions soient levées dans leur intégralité et on ne pouvait pas faire ça. Président Donald Trump. Notre dilemme, est-ce que les Nord-Coréens sont réellement disposés à geler leur programme d'armes de destruction massive? Accorder l'allègement des sanctions pour plusieurs milliards de dollars reviendrait à subventionner le développement, toujours en cours, d'armes de destruction massive en Corée du Nord. Haut fonctionnaire au sein du département d'État états-unien. Les États-Unis ont beaucoup de défauts, mais ils sont pas dupes. La Corée du Nord réclamait la levée des sanctions avant de faire le moindre geste. Les États-Unis exigeaient le démantèlement des programmes nucléaires et balistiques nord-coréens avant d'accorder quoi que ce soit. 2 positions irréconciliables. Surtout que les Nord-Coréens ont aidé d'autres pays, comme le Pakistan ou l'Iran, à avoir des bombes nucléaires et des missiles à longue portée. Bref, plus aucun progrès diplomatique. C'est même devenu un concours à qui a la plus grosse. Trump dit avoir un bouton nucléaire plus gros que celui de Kim Jong-un. Moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien et il fonctionne, a tweeté le président américain. Bon, les affaires de la Corée du Nord ne se sont toujours pas arrangées et la crise économique qu'elle traversait s'est aggravée pour des raisons évidentes. Pas de vaccin, pas d'aide extérieure. Les sanctions étaient toujours en place et aucune avancée sur le terrain de la diplomatie. Kim Jong-un n'avait donc aucune raison de prolonger son offensive de charme et il a complètement basculé sur la remilitarisation de la société nord-coréenne. Ce tournant a marqué la fin de la doctrine Byongjin et le retour aux fondamentaux. Le système économique nord-coréen est revenu à ses principes d'origine et le pays s'est reclus sur lui-même pour devenir une autarcie que Kim Jong-un appelle dans ses discours l'autosuffisance. Et en matière de politique étrangère, Kim Jong-un a gelé tous les canaux de dialogue qu'il avait réussi à établir au gré de son règne. Et comme ils sont pas dans la subtilité, La Corée du Nord fait voler en éclats le bureau de liaison avec la Corée du Sud. Kim Yo-jong, la sœur cadette du dictateur nord-coréen Kim Jong-un, avait qualifié ce symbole de réconciliation entre les deux pays d'inutile et avait promis qu'il serait détruit. Donc forcément, dans ce contexte, la Covid a été le dernier clou dans le cercueil de la Corée du Nord. Dès l'officialisation des premiers cas, la Corée du Nord s'est calée sur la politique chinoise du zéro Covid et ferma ses frontières aux voyageurs et aux marchandises, sauf pour les biens de première nécessité. La récession s'est accélérée. L'isolement de la Corée du Nord était à un niveau semblable à celui d'avant 2011 et l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. Et puis pas de chance, les pluies torrentielles qui ont frappé la Corée du Nord ont noyé les récoltes. Puis des sécheresses extrêmes ont sévi alors que le pays était complètement sous-équipé en infrastructures hydrauliques. Pas ou peu de barrages, pas d'aqueduc, toutes les offres d'aide de Séoul ont été bien évidemment rejetées. On ignore l'ampleur de la crise alimentaire qui a suivi, mais on est certain que les victimes sont très nombreuses. Juillet 2022, les villes nord-coréennes situées le long de la frontière chinoise ont été inondées par de fortes pluies, menaçant d'aggraver une situation alimentaire et économique déjà critique. Juillet 2022, la crise alimentaire nord-coréenne pourrait empirer. Avec la diminution drastique du commerce transfrontalier du fait de la Covid-19, l'aide extérieure sera très limitée. Bon, vu le bilan du régime de Pyongyang, est-ce qu'on peut parler d'une décennie perdue? Mais pas vraiment en fait. Enfin, ça dépend pour qui. Déjà, Kim Jong-un a réussi à consolider son pouvoir alors qu'elle était partie de loin. Puis, la prospérité économique relative que le pays a connue durant une brève période lui a permis de s'équiper en infrastructures. Des projets de développement urbain à Pyongyang, Samjiyon et Wonsan qui ont fourni des logements à des milliers de Nord-Coréens, mais aussi des
des hôtels, des hôpitaux, des aéroports modernisés. N'empêche que la Covid et la crise alimentaire ont placé Kim Jong-un en position de faiblesse, ce qui le rend encore plus dangereux. Il est prêt à tout pour conserver le pouvoir, jusqu'à déclencher une guerre avec son voisin du Sud et même avec le Japon et les États-Unis. Depuis le tout début de l'année 2022, la Corée du Nord a réalisé plusieurs essais balistiques, missiles à tête multiple, missiles intercontinentaux. Le risque n'est plus seulement une attaque des bases états-uniennes en Corée du Sud ou au Japon, par exemple la base militaire états-unienne d'Okinawa où sont déployés 50 000 soldats. Ces missiles peuvent désormais atteindre Guam en plein milieu du Pacifique et peut-être même la côte ouest des États-Unis. En plus, la Corée du Nord fait de gros progrès sur les missiles à combustible solide qui raccourcissent nettement la mise à feu. Pareil pour les missiles à courte portée très mobiles. Impossible de prévoir les déplacements des camions qui les embarquent ou des wagons. Ça empêche la tentation d'une attaque préventive pour les puissances adverses. Pyongyang prétend aussi avoir testé des missiles hypersoniques, ce qui complique énormément la tâche des systèmes anti-missiles états-uniens déployés dans les bases US en Corée du Sud ou au Japon. La Corée du Nord confirme le 3e tir d'un missile hypersonique. Même la Chine, sa principale protectrice, semble parfois embarrassée par les provocations du leader nord-coréen. Kim Jong-un est à un carrefour. Est-ce qu'il prendra la direction du développement double poussé ou va-t-il se radicaliser dans l'intimidation tant de ses voisins que de son peuple? La fameuse doctrine Songun. La Corée du Nord aurait récemment proposé au Kremlin de lui envoyer 100 000 soldats volontaires pour aider l'invasion russe de l'Ukraine. 100 000, c'est une proposition ambitieuse, mais il faut savoir que la Corée du Nord est, en termes d'effectifs, la 4e plus grosse armée du monde avec 1 300 000 soldats et 600 000 réservistes. Et puis, ce serait un juste retour des choses. L'URSS avait envoyé 25 000 soldats se battre aux côtés des Nord-Coréens durant la guerre de Corée. Alors, cette offre d'aide, c'est surtout un indice de l'état d'esprit du leader nord-coréen. En revanche, les Russes rémunèrent grassement le régime de Pyongyang. Pourquoi ? Guerre en Ukraine, les États-Unis accusent la Russie d'acheter des armes à la Corée du Nord. La Russie n'écarte pas totalement l'idée de faire appel à la population nord-coréenne, une main-d'œuvre bon marché. Elle pourrait ainsi développer l'énorme potentiel de la Sibérie où sa propre population est insignifiante. T'en penses quoi toi? Kim Jong-un arrivera-t-il à se maintenir au pouvoir jusqu'à sa mort ou le peuple nord-coréen affamé va-t-il se soulever contre le régime despotique? Comme d'hab, tu nous dis dans les commentaires, à la prochaine.